nous continuons notre périple et nous allons aller traverser une nouvelle fois une rivière, aller dans une très belle appellation, qui est l'appellation des Graves, et aller dans une des plus belles propriétés des Graves, grande et belle propriété, qui est le château Chantegrive. On aura toujours, qui s'incruste beaucoup aujourd'hui, Maxime Tache, qui est beaucoup sur cette propriété, mais avec bonheur et avec talent. Et puis on aura, c'est aussi une propriété familiale dans laquelle moi j'ai beaucoup, il y a beaucoup d'humains et il y a beaucoup d'affection aussi avec la famille Lévesque. C'est Marie-Hélène qui sera là pour nous parler plus particulièrement de cette très belle propriété, qui est une propriété qui lui tient beaucoup à cœur, qu'elle dirige avec brio d'ailleurs, en étant à la fois aussi dans ses vignes, parce qu'elle adore ça. On se retrouve dans les vignes, dans les chais, mais elle a aussi une capacité à faire parler de cette propriété en traversant le monde et en essayant de faire parler de Chantegrive, qui est une propriété qui est, je dirais, mixte, puisqu'elle fait des très grands vins blancs et aussi des très grands vins rouges. Voilà, Marie-Hélène, tu vas nous parler de cette propriété, je sais qu'elle te tient particulièrement à cœur, et donc voilà, nous t'écoutons parce que je crois que les gens qui nous regardent ont envie de savoir, ont envie d'écouter, et que tu leur parles de ce lieu magnifique. Des petits secrets de Chantegrive. Non, en fait, c'est une propriété familiale qui a été créée par mes parents en 67. Ils ont démarré avec seulement 2 hectares. C'est quand même... Bon, cette propriété, elle a été créée, est partie de rien. 2 hectares qu'ils ont achetés en vendant une collection de timbres. C'est la petite anecdote et le petit secret qu'ils en aient plus un. Ils ont développé ça par petites touches. C'est une région qui était très morcelée, donc ils en ont profité pour progresser lentement, mais dans les années 80, ils avaient déjà 80 hectares, et maintenant nous exploitons 96 hectares. Donc ce sont vraiment 2 passionnés et très patients aussi. Ils sont passés 500 fois chez le notaire pour réunir ce puzzle qui était Chantegrive. Maintenant, on a quand même réussi à réunir des gros blocs sur 3 communes, Podinsac, Virlade et Illas. Donc, elle est située au sud de Bordeaux, dans la très belle région des Graves, cette propriété, avec un terroir assez propice à la production de très grands blancs, et comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, pourquoi pas les rouges. Donc, 60% du vignoble est planté en rouge, avec les Cabernet Sauvignon et Merlot, et un tout petit peu de petits verres d'eau. Et les blancs, Sauvignon, Sémillon et Sauvignon gris. Le terroir, donc, je le disais, est assez particulier, puisqu'on est protégé de la façade atlantique et de l'océan et de ses intempéries par cette forêt landaise d'un côté, et de l'autre côté, à l'est, on a la Garonne qui tempère et qui régule les températures. Sur un sol, bon, on est sur l'ancien lit de la Garonne, donc des graves, des cailloux très impressionnants. Et ces cailloux alors ils ont la particularité d'emmagasiner la chaleur pendant la journée et de la restituer la nuit, donc ça évite les amplitudes de température, et ça, je crois que c'est très important pour la maturité des raisins. Donc, Chantegrive, c'est dirigé effectivement par, essentiellement, je gère ça depuis maintenant à 100% depuis une dizaine d'années. Avant, j'avais la chance d'être avec mes parents. Et nous avons vraiment progressé quand même en 2006. Tu vas pas être content que je dise ça, Hubert, mais en 2006, il nous a quand même donné un énorme élan, et on a énormément progressé, et on a gagné cette précision, et vraiment, pour moi, les moments fantastiques, c'est quand juste avant les vendanges, quand on va dans les vignes et qu'on goûte ces raisins, parce que les analyses, en fait, je m'en fiche un peu, mais goûter les raisins juste avant les vendanges, les blancs, là, c'est déjà un grand bonheur. Alors, ce millésime 2020, on l'a ramassé très tôt, puisque le 20 août, Pas encore le 20 août. Le 20 août. Non, alors je fais un mélange, parce que le millésime 2020, bon, vous l'avez déjà dit, on a eu beaucoup d'eau pendant l'hiver, un hiver doux, mais on a eu quand même, fin avril, une gelée très importante. Ça nous a quand même privé de 15 hectares
de vendange. Et ça, à la fin, ça manque, surtout sur une année comme 2020 qui a été en plus impactée par la sécheresse. Mais après ça, on a eu un temps sec sur la fleur. Ça, c'est très important parce qu'on a comme ça une homogénéité des raisins qui est très, très importante. Des vendanges de rêve parce que, bon, voilà, on goûtait les raisins, c'était bon. Ah bon, on va attendre un peu. Ah, mais bon, c'est ça, ça a été ça, les blancs. Et on a ramassé des raisins dans un état sanitaire parfait, qui ont des arômes. Sur les blancs, on a des arômes exceptionnels sur ce millésime. Après arrivent les merlots avec ils étaient gorgés de sucre. Donc on a pété les records de degrés à Chantegrive. Hein. Enfin, Maxime, on était quand même étonnés quand on a fait l'échantillon, là. Les degrés, on est obligé de mettre un peu plus de merlot forcément dans l'assemblage puisque les cabernets ont souffert de la sécheresse. Ils sont arrivés après cette période de canicule. Là, on a eu une semaine à plus de 30 degrés, donc ça les a quand même bien... Après, globalement, les vignes, on en parlait tout à l'heure, sur des terres de grave assez faibles comme ça, ont quand même bien résisté parce qu'en termes de vigueur, c'était bien équilibré. Donc elles ont bien fonctionné durant les périodes de haute température et on a eu des pleines maturités, effectivement. En plus, ce sont des notions... cette région des Graves, en général, c'est pas dans les degrés alcooliques, c'est plutôt assez modéré. Donc, je t'entends dire aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'était très mûr et il y avait une espèce d'appétence extraordinaire. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand tu dis, bon, pour moi, je m'en fiche des analyses. Alors, nous, on est techniciens quand on vous accompagne, mais on a aussi ça. C'est-à-dire, pour nous, l'empirisme, on est des pragmatiques avant tout. L'empirisme, c'est important. Quand on goûte les raisins, c'est ce qui nous paraît être le plus important et on va pas, mais on a quand même l'analyse dans la poche parce qu'on est quand même des techniciens et pour nous, l'analyse est importante et on a parlé plusieurs fois pour nous, vous accompagner dans une notion de précision, c'est formidable. Et je crois qu'effectivement, les blancs, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, on les a ramassés tôt, mais ils sont dans un état aromatique et d'équilibre formidable. Et pour ce qui est des rouges, je te laisserai en parler, mais c'est vrai qu'il y a une notion de maturité. Mais il n'y a pas de côté cuit du tout. Il y a une grande fraîcheur, il y a une qualité des tanins, des parfums. Donc, bien sûr, c'est mûr. Mais comme c'est mûr, c'est bon. C'est quand même meilleur quand c'est mûr. Et c'est toujours meilleur quand c'est mûr. Ça me rappelle un peu les millésimes, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est comme ça que 2008, 2009, 2017, trilogie, là. Mm-hmm. Alors bon, toi, tu t'en souviens pas, non, effectivement. Petit Vino, là. Il était à l'école. Mais 2008, 2009, 2010, 2018, 2019, 2020, à part que le 2010, il était solaire, bon, on faisait pas les vins comme maintenant aussi, hein. Mais 2020, il a une énorme structure. Je pense qu'on peut avoir une vraie comparaison, ouais. Mais on sait très bien que la comparaison n'est pas la raison, hein, mais on peut avoir une comparaison 2010-2020 dans certains endroits à Bordeaux, avec des vins qui sont charpentés, qui ont une structure, qui ont une maturité. Mais il y a peut-être un peu plus d'équilibre, c'est-à-dire en 2010, c'était quand même extrêmement solaire et il pouvait avoir de temps en temps petits excès. Là, je trouve que dans 2020, il y a des équilibres, une harmonie notamment. On a privilégié le fruit, bien sûr. On pourrait d'ailleurs peut-être commencer à goûter, parce qu'on a deux vins à goûter. Et ici, on fait des blancs et on fait des rouges. Alors, sur les grains, on peut faire blanc, rouge et en plus, à Chantegrive, on fait deux blancs. En plus, on fait deux blancs, oui. Alors, tu vas en parler. Un blanc dit classique, qui est vinifié en cuve, et cette cuvée Caroline, qui est vinifiée en barrique à la bourguignonne. Donc, on fait des macérations pelliculaires, les vinifications, les fermentations se passent en barrique, dans des barriques de 9% pour 50%. Alors la couleur, bon, c'est encore un bébé, 9 mois de barrique, on n'y est pas encore. Tu as dit à la bourguignonne, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le voir, d'ailleurs c'est encore un peu trouble, parce qu'il y a ces lits, ces sédiments qui font partie de l'élevage, ça c'est normal. On les bâtonne 3 fois par semaine encore, donc c'est difficile d'avoir Le but, c'est pas de faire un bébé aujourd'hui, d'en faire un adulte, on présente. Oui. Mais là, on est frappé par le côté aromatique. Il y a un côté aromatique extraordinaire. Il y a une espèce de panoplie de fruits, floral aussi. C'est très fleur blanche. Du fruit exotique aussi. On fait la barrique amène ce côté pêche, un peu fleur de pêche, fleur de pêcher. Oui.
il y a aussi, hein, on pourrait croire dans des millésimes comme ça qu'on ramasse. On a ramassé tôt cette année, mais on peut pas dire que c'est un millésime particulièrement précoce. On a ramassé tôt, mais c'est pas la première fois qu'on ramasse au mois d'août. En 2011 aussi, Voilà. on fait ça, oui. Mais par contre, tout en ramassant tôt, on a privilégié les côtés aromatiques, on l'a dit, mais même en bouche. Hein. En bouche, on a à la fois ce côté charnu, Il est tendu quand même. Hein. mais il y a quand même cette tension et cette fraîcheur sur la fin de la dégustation, avec un côté presque acidulé, un petit peu, qui fait saliver. Ça donne envie d'y revenir. Et qui donne envie d'y revenir. C'est très équilibré, et c'est riche. Alors, ce côté un peu bourguignonne dans une cuvée Caroline, ça, on sait que Chantegrive, c'est à la fois le Chantegrive, entre parenthèses, classique, qui est là, qui donne ce côté, on a envie d'en prendre un verre sur des huîtres, sur une entrée, etc. Et puis, alors, quand on arrive avec la cuvée Caroline, là, on dit, bien, c'est Bordeaux, mais c'est Bordeaux différent. C'est ça. Différent, et puis le vin fait tout. Il faut vraiment en face des plats neutres, il faut des Saint-Jacques, des crustacés, il faut vraiment la laisser s'exprimer. Alors que le premier blanc, le blanc classique, il supporte des tapas, il supporte tout ce qu'on veut. Bien sûr. Mais même ça, je pense, avec des jolis poissons, mais, ça va super bien si on met un bar ou quelque chose comme ça, ou des Saint-Jacques. Des Saint-Jacques. Ça doit aller superbement parce qu'il y a un côté charnu. On sent qu'on rentre dans le côté charnu, plus bourguignon certainement que l'image qu'on peut faire de certains Bordeaux. Et je trouve ça vraiment délicieux. Il a du gras, il a quand même il est tendu, mais il enveloppe bien dans la bouche. Là, Après, on a vraiment travaillé sur cette tension aussi supplémentaire. C'est vrai que les grandes cuvées de Chantegrive, c'est souvent de l'opulence. Et cette année, on a fait plus de pressurage direct justement pour apporter cette fraîcheur et cette allonge supplémentaire. Et je pense que c'est réussi. Oui, il s'amuse, il fait plein de tests, il fait plein d'essais. Bah, c'est ça aussi. Et là, c'est stimulant, cette espèce de brainstorming permanent pour essayer de faire le mieux possible. Il y a une vraie notion environnementale, parce qu'il faut travailler aujourd'hui dans la notion environnementale, et le Chantegrive fait partie aussi des crus qui se dirigent vers ces notions. On avance, oui, mais on avance toujours, et puis après, dans les vins aussi, avec une précision de plus en plus importante, un style qui s'affirme, et je peux pas imaginer. Alors ça fera vraiment le bonheur de la dégustation. Est-ce qu'on passe au rouge? On passe au rouge. Alors tu peux peut-être nous parler de l'encépagement des rouges? Alors, là, on va avoir seulement sur cet assemblage 30%, je vais faire un tour. 30% de Cabernet et 70% de Merlot, parce que la quantité de Cabernet entre le gel et la sécheresse a quand même pas mal diminué. Mais moi, je suis ravie parce que ces Merlots, j'ai jamais vu des Merlots comme ça à Chantegrive. Ça fait quand même. J'ai poussé les tuyaux moi aussi, hein, comme la précédente viticultrice quand j'étais jeune. Et je n'ai jamais vu des vins comme ça. Enfin, franchement. Alors, couleur, c'est caractéristique de ce millésime 2020 où il y a des couleurs que je trouve extrêmement vives. Alors ça, vous savez, quand on regarde le vin déjà, c'est une première lecture. La première lecture, c'est de se dire ce vin, il a déjà cette couleur, elle est tellement vive, elle est tellement sur des côtés violettes au début, mais tellement précise, c'est que certainement il y a un équilibre. Et on va le retrouver en bouche, hein. Mais le rouge est profond, très intense en termes de matière colorante, très brillant. Le nez est très élégant, on a ce côté juteux du fruit qui ressort bien, on a des notes épicées aussi. C'est vrai qu'on a ces notes d'épicé qui sortent, qu'on n'avait peut-être pas dans beaucoup de vins, mais c'est déjà épicé. On les avait en fin de dégustation, dans d'autres, mais là, c'est les notions épicées. Et là, on est à, tu m'as dit 70 Merlot et 30% Cabernet. Et la notion de Cabernet, on sent qu'ils étaient bien mûrs parce qu'il y a un côté épicé. Ils n'étaient pas abondants, mais très mûrs. Et les baies étaient toutes petites. On a ramassé des baies grosses comme des grosses myrtilles. Alors, forcément, il n'y a pas beaucoup de jus dedans, mais ça n'a pas du tout altéré la qualité, au contraire. On le sent en bouche, hein, ce côté rond, sphérique, onctueux du Merlot, mais le Cabernet ramène quand même de la structure tannique et de l'allonge du coup. C'est du velours, ça aussi. Hein. Alors là, il y a cette notion vraiment très veloutée. On pourrait presque dire qu'en bouche, c'est presque du taffetas, quoi. C'est tellement ça caresse le palais, c'est vraiment génial. Mais derrière, on sent on est porté, quoi. Il y a le gant de velours, mais derrière, il y a une belle main qui prolonge la dégustation et on est tenu dans la dégustation.
On n'aime pas beaucoup quand les vins tombent comme ça, sont fuyants. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'avant tout, il y a un terroir à Chantegrive et qu'on sent très bien que ce sont des terroirs qui sont faits pour porter des vignes. C'est pas le contraire, on n'a pas mis des vignes par hasard. Et le vin est comme ça, cette profondeur, et on sent que ça tombe pas. C'est pas quelque chose qui est fait, c'est pas un artifice. Le technicien ou les techniciens que nous sommes, nous, que vous êtes aussi, mais que c'est une notion technique que l'on partage, elle est terriblement en retrait. C'est le raisin qui est important. Après, nous, on essaie d'optimiser, on essaie de faire en sorte que tout ça se passe bien, mais on sent bien que quand les conditions sont là, le vin est grand. Le vin est grand, oui. Et cette qualité de tanin aussi, parce que ça, tu peux en parler. Les tanins. Ces structures de tanins sur lesquelles on travaille quand même beaucoup. Faire un vin avec des tanins, c'est facile. Faire un vin avec des grands tanins, c'est d'abord, il faut avoir le terroir, il faut avoir la vigne avec des âges, et puis il faut savoir doser. Je parlais tout à l'heure, on est là pour, et je crois que c'est un peu comme un chef d'orchestre, on est là aussi pour, et plus on avance, plus on se dit qu'on doit être un chef d'orchestre discret. Être là, mais discret. Mais être là, bien sûr, mais discret. C'est-à-dire qu'il faut pas vouloir dominer il faut être là et l'accompagner. Et là, on sent vraiment ça. Les tanins sont très élégants. On n'a pas cette lourdeur qu'on pourrait avoir avec. Mais c'est la traduction de ce qu'on a fait au niveau des vinifications. Effectivement, on a extrait de manière modérée. On a fait un délestage de temps en temps sur certains lots, mais c'était souvent par remontage, avec des fréquences très régulières, mais peu de volume remonté, effectivement. Ouais. Il y a une notion, alors je ne sais pas si le mot est beau, mais enfin moi je l'emploie parce que vraiment c'est un mot que j'aime bien, c'est buvabilité. Ah oui, j'avais pensé en même temps que toi. Tu vois, parce que cette notion de buvabilité, les gens ils n'osent pas aborder la buvabilité. Pourtant, c'est bien parce que qu'est-ce que c'est qu'un verre de vin, enfin une bouteille. C'est une bouteille qui est faite pour être bu au final. C'est pas, on n'a pas besoin. Alors c'est bien d'en parler, je vais pas faire la littérature, c'est bien d'en parler, mais c'est fait pour être bu et d'être partagé. Et là, on a vraiment envie on a envie de boire, on a envie de croquer dans le vin, on a envie de boire. Et c'est ça qui est formidable, à la fois dans ce millésime, et c'est vrai que dans Chantegrive, bon, je crois que c'est un cru qui est connu, reconnu pour ça. Tu disais tout à l'heure, 2006, on travaillait pas encore ensemble, mais ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Hein. On a commencé en 2006, voilà. Donc ça fait aujourd'hui. Non, ça 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Ce millésime, il va être buvable, comme tu dis, dans 2-3 ans, mais il a quand même la structure, on pourra, dans 20 ans, il sera encore là. Absolument. Parce qu'il a cette fraîcheur et cette tension un petit peu. Mais autrefois, on faisait des vins beaucoup plus austères que ça. On n'arrivait pas, je me souviens, les dégustations d'assemblage, on n'arrivait pas à se projeter. Là, on se projette très très bien sur l'avenir de ce vin, il n'y a pas de souci. Alors, il y a à la fois le millésime, parce que le millésime nous a bien aidé cette année. Moi, ça fait très longtemps que dans l'équipe de consulting, je crois qu'on a été parmi les premiers à affirmer que c'était un grand millésime 2020. Je crois que très tôt, on l'a dit, il y avait pas mal d'hésitations, on pensait que c'était un grand millésime. Mais cette année nous aide bien. Mais c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui et dans la vigne et dans les chais pour faire des vins que le consommateur il n'a plus besoin forcément d'attendre dans sa cave. Les choses changent, donc il faut ouvrir la bouteille quand on l'achète. On se fait plaisir, on travaille aussi pour ça. Mais il faut pas penser que pour ça les vins ne vieillissent pas, parce que la façon dont on travaille. Donc moi je fais du consulting depuis plus de 20 ans. Je fais du vin depuis beaucoup plus longtemps, mais les vins qu'on a fait en début de consulting, ils sont toujours là. Hein. Alors il y a des gens qui disent ah oui, non, ils sont toujours là.